Fin de la première vidéo d'Immuno. Donc le grand 2, élimination des pathogènes. C'est le processus de la phagocytose qui va permettre d'éliminer les éléments étrangers. Donc après 15 minutes de culture ici d'un phagocyte, vous avez les bactéries qui ont été colorées en orange, on est toujours en microscope électronique à balayage, qui sont adhérentes au phagocyte. La membrane du phagocyte est extrêmement déformée. Alors ici c'est une photo en microscopie électronique à transmission classique, on va dire, et on voit ces éléments qu'on appelle des pseudopodes, des diverticules de la membrane qui permettent d'attraper les éléments étrangers, qui émettent aussi une substance collante pour les retenir. Et donc vous avez ici une image de microscopie électronique colorée avec une souche 1 de bactéries qui est à l'intérieur de la bactérie et qui est en train de se faire digérer, et une autre souche qui a été colorée d'une autre couleur qui est également en train de se faire digérer. Donc un mécanisme qui n'est pas spécifique, tout élément qui a été reconnu comme étranger et passe par la cellule phagocytaire, si tant est qu'elle soit à proximité et qu'elle ait détecté l'élément étranger. Donc cette phagocytose se déroule en 4 étapes. L'adhérence tout d'abord, la cellule accroche les éléments étrangers. L'ingestion, c'est-à-dire la membrane se replie vers l'intérieur et une partie de la membrane va entourer l'élément étranger et le séquestrer dans la cellule. La digestion du pathogène, des lysozymes vont s'associer à cette vacuole pour digérer l'élément étranger. Et enfin, il y a présentation des fragments de l'élément étranger à la surface du phagocyte, ce qui va permettre de présenter ces fragments non pathogènes pour avertir le reste des cellules immunitaires qu'il faut mettre en jeu une immunité plus spécifique. C'est ce qu'on verra dans le deuxième chapitre. Alors je vous invite à faire ces schémas de la phagocytose. Donc première étape, l'adhérence, repli de la membrane, une vésicule à l'intérieur du cytoplasme, puis la digestion des éléments grâce à des lysosomes qui ne sont pas représentés ici, vous pouvez les ajouter, qui viennent se coller à la membrane qui entoure l'élément étranger. Association des éléments au CMH, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité, dont on reparlera plus tard. Ces molécules sont fabriquées dans la cellule, sont dans des vésicules, et les fragments du pathogène viennent s'y fixer, et puis par exocytose, les membranes de la cellule et de cet élément vont fusionner pour avoir au final des CMH présentant l'élément étranger à leur surface pour les autres cellules donc. Alors on va interrompre un tout petit peu et voir sur mon site les documents pour comprendre. Donc sur mon site, dans la partie des documents pour comprendre, vous allez dans la partie immuno, qui est pour l'instant pas rangée. On a des anciennes choses de l'ancien programme, et quasiment tout en bas, vous trouvez cette image, donc animation que l'on peut mettre avec ou sans légende, des étapes de la phagocytose. Donc je vais le mettre avec des légendes. Vous avez donc les éléments pour annoter votre dessin, donc la bactérie particule étrangère, l'adhésion tout d'abord, puis l'ingestion des pseudopodes qui sont émis,
le phagosome avec la fusion avec les lysosomes que vous pouvez ajouter sur votre schéma précédent pour la digestion de la bactérie. Par contre, on a ici simplement la présentation du rejet des déchets et pas de la présentation par le CMH qui pourtant est très importante. Donc après ce schéma, vous notez la notion, l'immunité innée est une première ligne de défense qui agit d'abord seule, puis se prolonge pendant toute la réaction immunitaire. Ce sera l'objet du chapitre 10. Maintenant, que vont devenir les micro-organismes phagocytés? Alors ça, c'est une abréviation pour votre cours, mais pas une abréviation officielle, hein. Donc on écrit micro-organisme dans une copie. Vous avez donc ici un macrophage colorisé en rouge, et puis ces renflements à la surface qui sont en fait le CMH, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce sont des cellules qui existent sur presque toutes les cellules des vertébrés et qui définissent l'identité de l'organisme. En quelque sorte, ça dit, cette cellule, c'est à moi, il faut pas y toucher. Donc ce CMH porte des portions de l'élément qui a été digéré, et donc autour, vous avez des lymphocytes qui sont quasiment collés, qui reconnaissent les complexes CMH et déterminants antigéniques, donc une partie de l'élément étranger, mais ça, ce sera défini plus en détail par la suite. Donc on a ici le nombre total de molécules du CMH à la surface des cellules pour des granulocytes qui ont été incubés seuls. On en a 10 puissance 4, c'est déjà pas mal, mais vous voyez que ça a été multiplié par 50 si les granulocytes ont été incubés avec des bactéries. Le pourcentage de molécules du CMH qui présentent des fragments antigéniques étrangers était nul ici, donc c'était des CMH vides, alors que là, il est 20 fois, je ne sais pas si on peut dire 20 fois plus élevé puisqu'on partait de 0. Un dernier point dans ce paragraphe, l'action de l'aspirine, comment ça agit. Alors on a ici la mesure du taux sanguin de médiateur de l'inflammation dont on a parlé précédemment, en pourcentage par rapport au taux de base, qui est mesuré en fonction du temps. Alors on a ici au cours du pré-traitement une diminution forte de cette des médiateurs de l'inflammation, donc qui, je vous le rappelle, vont notamment donner lieu à la douleur. Donc l'aspirine va empêcher la douleur de se faire ressentir. Pour autant, l'activité des monocytes, sans aspirine en bleu ou avec aspirine en orange, est quasiment la même au cours du temps. Donc, on stoppe avec l'aspirine la douleur, sans pour autant inactiver les mécanismes immunitaires qui se mettent naturellement en jeu dans notre organisme. Donc on n'a pas besoin de souffrir pour lutter. Cette réaction inflammatoire, enfin, existe-t-elle chez tous les êtres vivants? On a parlé surtout de l'homme ici, quelques expériences chez la souris, mais qu'en est-il des autres êtres vivants? Donc grand 3, cette réponse innée, comment est-elle représentée dans le vivant? Et tout d'abord, est-ce que tous les êtres vivants ont des cellules phagocytaires? Eh bien ici on a différents exemples qui nous sont présentés à la page 284. On a ici un macrophage de tortue, ici une larve de drosophile, donc de mouche. On a ici un organisme unicellulaire qui est l'amibe,
Et donc, aussi bien chez la tortue que chez la drosophile, que chez l'amibe, on trouve des cellules immunitaires visibles ici par différents modes d'observation. Ici, c'est de la fluorescence, ici, c'est de la microscopie électronique. Eh bien, ça nous amène à dire que c'est largement répandu dans le vivant, des êtres les plus simples, constitués d'une seule cellule, aux individus plus complexes que nous sommes, par exemple. C'est une reconnaissance qui est non spécifique, c'est-à-dire que n'importe quel élément étranger va être reconnu par le phagocyte. Les molécules de surface qui sont reconnues par le phagocyte existent à la surface de nombreux micro-organismes. Alors on cherche ici à identifier les mécanismes moléculaires qui sont responsables de la reconnaissance des pathogènes par les phagocytes. Et on voit ici que l'activité phagocytaire d'une souche de souris auquel il manque un récepteur particulier. Ce récepteur, c'est une molécule qui s'appelle la bêta-glucane. Ce récepteur est manquant chez les souris KO, et on voit que l'activité phagocytaire va être plus de 2 fois moins importante face à des champignons différents qui sont présentés ici. On a ici des cellules phagocytaires pour lesquelles on a fait un traitement par fluorescence pour montrer les récepteurs aux pathogènes. Alors, vous voyez qu'il y a des cellules qui sont peut-être pas très efficaces, ou alors peut-être que leurs récepteurs sont situés derrière l'image que l'on regarde, mais que les récepteurs sont extrêmement nombreux à la surface des cellules phagocytaires. Enfin, la réponse immunitaire et l'évolution. Alors on peut étudier des protéines réceptrices d'éléments étrangers. Ici, c'est chez l'homme, chez la poule et chez la souris, donc des individus bien différents. On les a comparés grâce au logiciel Anagen, et on voit qu'en fait, sur cette séquence d'acides aminés, qui est extrêmement longue, on n'en a qu'un petit fragment de 230e acide aminé au 340e, eh bien, il y a relativement peu de différence entre les espèces. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est généraliste. L'immunité innée, on peut dire qu'elle repose sur des mécanismes de reconnaissance et d'action très conservés au cours de l'évolution. Il y a eu peu de modifications depuis la divergence entre l'ancêtre commun de ces 3 individus et aujourd'hui. On peut conclure ce chapitre en disant que la réaction inflammatoire aiguë est un mécanisme essentiel de l'immunité innée et que cette immunité prépare le déclenchement de l'immunité adaptative qui sera l'objet du chapitre 10. Merci pour votre attention.